Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, avec mon ami, un grand écrivain et penseur français, Michel Drac, pour son dernier livre, Voir Macron, 8 scénarios pour un quinquennat. Bonjour Michel, Bonjour, j'espère que tu vas bien. ça baume. En ce Oui, j'espère. mois de janvier extrêmement chaud, je ne sais pas chez toi, mais ici il fait très chaud. Moyen, Moyen. moyen. Alors voilà, j'ai dévoré ton dernier livre sur évidemment les 8 scénarios et comment ils impacteraient la France et donc la présidence Macron. Peut-être pour commencer, avant l'élection présidentielle, nous avons tous essayé de tirer un peu sur le camp Macron, mais en réalité, c'est pas un type inintéressant et incompétent. En fait, je crois que lui-même, Macron, est essentiellement un communicant, un acteur. Euh, j- j'ai un petit retour là, c'est normal? Ça va. Ok. Je pense que lui-même est essentiellement un communicant, un acteur, et je trouve d'ailleurs qu'il est plutôt bon dans ce travail. Je pense, un bon communicant, un bon acteur. Je pense que la réalité des rapports de force à l'intérieur de l'oligarchie française fait que sa marge de manœuvre est extrêmement faible. Il doit beaucoup écouter ses conseillers. Il doit beaucoup rester à l'écoute d'une manière générale, je dirais, du consensus oligarchique à l'intérieur des classes dirigeantes françaises. Donc, je dirais que à ce stade, ses capacités en tant que gouvernant n'ont pas vraiment pu être testées et qu'il est très possible d'ailleurs qu'il arrive au bout de son mandat, ou même d'un deuxième mandat sans qu'il soit jamais vraiment testé, parce qu'aujourd'hui, je crois que les gouvernants qu'on voit prennent assez peu de décisions par eux-mêmes, en fait. La bureaucratie est très puissante, les grands intérêts financiers et économiques pèsent d'un poids souvent décisif. Je pense que Macron fera ce qu'il pourra dans ce contexte-là. C'est simplement un bon communicant, un bon professionnel de la communication. Et en plus, effectivement, c'est un type, je pense, qui n'est pas totalement inintéressant. Il faut voir que pour nous, Français, aujourd'hui, aussi curieux que ça puisse paraître, Macron, c'est quand même une forme de soulagement. Parce qu'on a eu Sarkozy, qui était quand même un petit peu une honte nationale pendant 5 ans. Ensuite, on a eu Hollande, on a repris 5 ans de honte nationale. Euh, et donc, quand on arrive au bout de ces 10 années-là, avoir un président simplement qui ne ressemble pas à un clown agité de tics nerveux comme Sarkozy, ou à une espèce de sous-chef de bureau tout juste capable d'annoncer des mauvaises rédactions de troisième comme Hollande, ça fait un soulagement. Voilà. Mais après, en fait, le sens de mon bouquin Voir Macron, c'est pas tellement voir Macron en tant que personne, c'est voir ce que représente Macron historiquement, voir le complexe de force qui est derrière Macron et comprendre les vrais enjeux de ce que ce complexe de force va faire sous couvert de la présidence d'Emmanuel Macron. Alors justement, Macron représente un de ces cadres dynamiques, doués, intelligents, capables, qui ont été repérés par des élites et qui a été mis aux commandes de l'entreprise France dans le cadre, que tu le décris très bien, d'échiquiers très complexes, les uns au-dessus des autres, et qui forment une sorte d'immense matrice méta-échiquier complexe. Comment et ce faisant, a balayé toute la caste des éléphants de ces anciens apparatchiks des partis autant de droite et de gauche en France. Est-ce que c'est une manière pour les élites d'être décomplexées ou de se révéler ou finalement de dire on va se passer de ces intermédiaires qui ne servent plus à rien? Je crois que c'est un peu tout ça, c'est-à-dire que effectivement, avant en France, on avait encore une oligarchie proprement politique. Alors, elle n'avait pas vraiment le pouvoir en réalité, elle était paupérisée depuis plusieurs décennies. La vraie oligarchie qui avait vraiment le pouvoir était essentiellement économique et financière, je crois.
un petit peu aussi de façon, comment dire, moins prégnante quand même, mais quand même réelle, bureaucratique, purement bureaucratique. La France a conservé une machine d'État extrêmement puissante. Je crois que Macron, c'est le moment où ces vraies oligarchies ont décidé de se passer d'une oligarchie politicienne qui effectivement ne brillait ni par sa compétence, ni par son dynamisme, ni par sa capacité à servir vraiment d'intermédiaire entre les vraies oligarchies et le peuple. Et finalement, on arrive sur une structure qui est plus simple et qui peut être d'une certaine manière plus saine, au moins les choses sont claires. La France est gouvernée par l'alliance entre son oligarchie économique et financière et son oligarchie technocratique d'État. Il y a officiellement une démocratie, mais enfin, à la différence de la Suisse, la France n'a jamais été vraiment une démocratie. C'est quelque chose d'assez bizarre. Les Français sont des gens qui sont très épris de liberté, mais pas fans du tout de démocratie en réalité. Et bon, au moins c'est clair, il y a tout un tas d'intermédiaires qui officiellement étaient là pour poser le débat et pour le faire vivre, mais qui en pratique le paralysaient et qui se rendaient, je crois, de plus en plus insupportables vis-à-vis de la population, et ces gens-là ont été balancés, effectivement. Je doute qu'ils puissent jamais revenir. Peut-être, on ne sait jamais, en politique, on ne sait jamais, mais j'ai des doutes quand même, je pense qu'ils vont avoir du mal. Alors, quand on parle de revenir, parlons d'éventuels retours de la France comme nation au premier plan des acteurs internationaux. En lisant les 8 scénarios que tu décris dans ce livre, il me semble que tu décris une France qui n'est plus vraiment une actrice de la grande politique. En revanche, c'est une France qui prend les ordres de Bruxelles, de Berlin, de Washington, de Tel Aviv. Est-ce qu'il y aurait moyen à moyen terme ou à long terme d'un retour de la France comme vrai décideur et finalement de souverain, d'État souverain, de sa propre destinée? D'abord, ce qu'on peut rappeler, c'est quelques chiffres d'entrée de jeu. En gros, ce que la France pèse aujourd'hui dans le monde, c'est à peu près ce que la Belgique pesait en 1913. Quoi. C'est à peu près ça. Quoi. C'est-à-dire que à l'époque où la France était une grande puissance, elle avait quand même un poids dans le monde qui lui permettait d'être une grande puissance, un poids intrinsèque, et puis avec ses colonies. Aujourd'hui, la France, qu'est-ce que c'est? C'est moins de 1% de la population mondiale. C'est en réalité, en termes de parité de pouvoir d'achat, probablement moins de 3% du PIB mondial. Alors, je vérifie les chiffres, mais je pense qu'on doit être un peu en dessous de 3% en réalité. La France est une puissance moyenne. C'est tout simplement. Je veux dire, les grandes puissances, c'est les États-Unis, peut-être 15% du PIB mondial, la Chine, un peu plus, je pense, aujourd'hui en réalité. L'Inde, à la rigueur la Russie, parce que bon, même si son PIB est faible, elle a une telle masse continentale, elle a une telle proportion des ressources naturelles, elle a une telle capacité de résilience qui est extraordinaire, que bon, on peut peut-être encore considérer que c'est une grande puissance, temporairement. Mais quant à la France, non, c'est plus une grande puissance. Dans le 21e siècle de la Chine, des États-Unis, de l'Inde, la France n'est plus une grande puissance. En revanche, ça reste une puissance moyenne, et la chance des Français dans ce contexte, c'est que au moment où la France cesse d'être une grande puissance, les fondamentaux de la puissance ont tendance à favoriser les puissances moyennes, voire les petites puissances. Il y a une diffusion des facteurs de la puissance qui se produit aujourd'hui. Il y a un accès beaucoup plus facile aux armes de dissuasion. Il y a des avantages à ne pas être trop grand. Dans un monde instable et incalculable, il y a des avantages à ne pas être trop grand. Et donc, il y a un destin intéressant à jouer pour la France comme puissance moyenne, pratiquant ce que peut faire une puissance moyenne, c'est-à-dire la défense de ses intérêts par des politiques de la bascule et la sécurisation
de son étranger proche. En revanche, la France en elle-même, comme grande puissance mondiale, parce qu'elle a effectivement un territoire maritime important, parce qu'elle a un haut niveau d'acquisition technologique, etc., ça, je ne crois pas. Je crois que les fondamentaux de la puissance ne sont pas là pour la France à cette échelle-là. Il y a un autre destin possible, en fait, pour la France, c'est l'Europe. Parce qu'effectivement, si on imagine une Europe intégrée et unifiée, là, effectivement, on a la masse critique pour faire une grande puissance. C'est l'autre possibilité. En fait, je crois qu'un des enjeux de la présidence Macron, c'est de savoir dans quel sens, lui, entre guillemets, c'est en fait le consensus oligarchique qu'il incarne, dans quel sens ce complexe de force va orienter la France. Il y a plusieurs possibilités. Une puissance suiveuse des États-Unis, une tentative de puissance se fondant dans une Europe intégrée et unifiée, ou alors une puissance moyenne relativement autonome capable de défendre ses intérêts. Je pense que les vrais enjeux du quinquennat Macron sont là. Et c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin d'ailleurs. En fait, le sens essentiel du bouquin, est simplement pour dire aux gens, ce qui est important avec Macron, c'est ce qu'on verra souvent pas, c'est-à-dire les vrais choix structurants sur le long terme, au-delà de l'affichage médiatique que cet excellent communicant va être chargé de nous vendre. Mmh. Alors justement, dans tes 8 scénarios, alors je précise qu'avant la première partie de ton livre passe en revue les grands thèmes importants de ces prochaines années, donc géopolitique, climat, environnement, économie, démographie. Donc tout ça, ce sont des points. En fait, tu fais le bilan, tu fais le point de où on en est dans ces évolutions. Toujours de manière, j'ai beaucoup aimé le style d'écriture qui est différent de tes livres habituels, qui est beaucoup plus lapidaire, synthétique, qui donne les tendances lourdes. Donc c'est un peu une suite de ton livre précédent Triangulation, qui était également excellent, et qui montre dans ces grands thèmes où on en est. Et donc la deuxième partie, ce sont les incertitudes et les scénarios. Donc tu les définis dans ces 8 scénarios. Et celui que tu considères comme étant les deux plus probables, c'est la mort douce en premier et l'euro 2.0. Alors ça touche ce que tu viens de dire. Pourquoi dans la douce, pourquoi dans la douceur la mort? Pourquoi la mort douce? En fait, la mort douce, c'est le scénario où il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de choc externe. Il n'y a pas de grande crise économique, il n'y a pas de guerre mondiale, il n'y a même pas d'explosion de la zone euro. Donc fondamentalement, dans ce contexte-là, la France va continuer à aller sur son chemin. Et en fait, ce qui se passe en ce moment en France, c'est que il y a un vieux peuple qui est en train de mourir, tout doucement. C'est-à-dire que la France, comme système de puissance, a peut-être un avenir, mais le peuple français tel qu'il existait jusqu'ici, lui, il est en train de mourir. Encore 1 ou 2 générations, et il aura été substitué par un ensemble, on va dire métissé, acculturé, qui aura probablement le français, disons un sabir issu du français comme langue vernaculaire, mais qui n'aura plus grand-chose à voir avec la France. Et en fait, pourquoi ça continue comme ça? Parce que c'est la mort, mais c'est la mort en douceur. Or, les individus qui forment ce peuple, et qui ont été individués, parce qu'il y a une très faible conscience collective en France aujourd'hui. Les gens se pensent d'abord comme des individus, pas comme des membres du peuple français. Les individus se disent, ma foi, les choses dureront bien aussi longtemps que moi, et ce que je vais essayer de faire, c'est de les faire durer de manière à mourir dans mon lit. Et pour les autres, pour ceux qui viennent après, je suis déçu pour eux, c'est bien dommage, mais bon, moi je serai plus là. Voilà. Et donc c'est ça un petit peu qui est en train de se passer en ce moment en France concrètement, c'est qu'on a un corps électoral qui a plus de 55 ans, au niveau des électeurs qui votent, en moyenne d'âge, et donc ces gens-là réfléchissent à l'horizon de 15-20 ans, qui est le temps qu'il leur reste à vivre statistiquement, maximum, pour ceux qui ont 60 ans, disons. Et ils se disent, oui, ok, dans 30 ans, il ne restera plus rien du monde dans lequel j'ai vécu, mais moi non plus, je serai parti. Voilà, je ne serai plus là. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est mourir en douceur. La mort douce. Voilà.
Alors dans les autres scénarios, surtout les 6 derniers, on voit justement des éléments extérieurs, des chocs exogènes de plus en plus grands, de plus en plus imprévisibles et incontrôlables. Et j'imagine que tu as volontairement laissé de côté bien d'autres hypothèses et scénarios. S'il fallait balayer toutes les hypothèses et tous les scénarios, et je veux dire le nombre de scénarios envisageables quasiment infini. Bien sûr. Quasiment infini. Toutefois, on sent que là aussi il y a des thèmes majeurs entre ce conflit latent entre l'État profond aux États-Unis qui veut la guerre, qui veut faire tenir la puissance américaine et le dollar le plus longtemps possible à tout prix, et vraiment littéralement à n'importe quel prix. On sent les conflits commerciaux entre Chine et États-Unis. On sent également des contradictions internes au sein de l'Europe. Tu parles beaucoup de l'Italie comme étant le premier des petits pays qui pourrait tout amener par terre, en fait, enfin entre guillemets petit pays, parce que voilà, ce n'est plus un petit pays justement par rapport à la Grèce, hein. Et on voit voilà des grandes tendances qui peuvent s'accélérer par ces éléments externes. Tu donnes certaines probabilités dans le livre, lesquelles malgré tout penses-tu sont les plus probables parmi ces chocs exogènes, externes? Alors c'est très difficile à évaluer déjà, il faut le dire, hein, c'est-à-dire que ce que je vais dire maintenant, j'en suis absolument pas sûr, hein, c'est vraiment c'est du pifomètre complet. Hein. Moi je pense que la plus grande probabilité de choc externe dans les 5 ans qui viennent, c'est une explosion de la zone euro. Parce que quand même, on a l'Allemagne qui n'arrive plus à se gouverner, on a l'Italie qui va avoir des élections dans quelques mois, et les résultats sont très incertains, ils peuvent déboucher sur plein de choses, ils peuvent y compris déboucher sur une Italie également ingouvernable. On a l'Espagne qui est en train de commencer à exploser dans la joie et la bonne humeur. Pas tant d'ailleurs dans la joie et la bonne humeur, hein. Les Espagnols ils sont assez nerveux comme type en général, donc il faut surveiller, ça peut partir en vrille assez vite avec eux. On a la Grèce qui continue à glisser doucement dans l'espèce de marécage foireux dans lequel on a précipité. Enfin, elle s'est un peu précipitée elle-même aussi, il faut reconnaître. On a les Hongrois et les Polonais et les Tchèques qui se grattent la tête, se grattent le menton, se regrattent la tête en essayant de comprendre ce que Merkel a voulu faire avec les migrants et qui se disent non mais c'est pas... Non, la dernière fois c'était avec des panzers et cette fois c'est avec des migrants, mais vraiment ils sont ingérables, quoi. C'est ce qu'ils pensent, hein, manifestement. Oui. Donc ça fait vraiment le bateau ivre, quoi. Ça fait le bateau ivre. Alors, le projet politique qui était derrière l'Union européenne me paraît vraiment quand même en coma dépassé. Et puis on a le Brexit. On ne sait pas comment ça va se passer. Si c'est un Brexit soft, ça ira, mais si c'est un Brexit hard, les Britanniques, on peut compter sur eux pour, s'ils ont besoin de dézinguer l'Union européenne, pour aller, n'est-ce pas, souffler sur les braises partout où ça peut prendre feu, et des endroits des incendies possibles, il y en a plein. Donc dans un contexte comme ça, est-ce qu'ils vont réussir à faire tenir le machin encore 5 ans au niveau de la Commission européenne, au niveau de la Banque centrale européenne, au niveau on va dire de la France et de l'Allemagne, qui sont quand même les 2 États qui tiennent dans l'ensemble du machin? Moi, je pense que, je crois que j'ai évalué, il y a 40% de chances pour qu'il se passe quelque chose de gravissime au niveau européen. Soit une explosion de la zone euro, soit quelque chose qui va déboucher sur une explosion de la zone euro, soit un éclatement de l'Union européenne elle-même. C'est difficile à dire, mais de l'ordre de 40%. C'est purement pifométrique. Alors là où... Pardon ? Non, je voulais dire après, pour donner les probabilités du reste... de façon tout aussi pifométrique, j'ai dit que la probabilité, non pas d'une récession, parce que ça, il y en aura une, je pense, avant 2022, mais que cette récession soit une nouvelle grande récession venant percuter la structure financière actuelle qui, au niveau global, est complètement déséquilibrée et provoquant ce qui s'est passé en 2008, mais en encore pire, ça, je l'ai évalué aux alentours de 20%, à vue de nez. Et enfin, le troisième grand choc externe envisageable, c'est une très grande guerre,
comme je suis optimiste de nature, j'ai dit 10%. Parce que je pense qu'à un certain moment, quand même, les dirigeants reculeront devant certaines perspectives. Voilà. Les probabilités des scénarios ont été calculées ensuite par combinaison entre ces trois probabilités d'événements. Alors depuis une dizaine d'années, peut-être un peu moins, nous sommes assez d'accord sur ces analyses de fond. Je dirais que la différence, c'est que moi, je prends souvent en compte des effets de seuil qui, pour l'instant, n'ont pas eu lieu. Donc, pour l'instant, tu as totalement raison. Nous sommes dans des scénarios assez de destruction, de démantèlement lent des fondamentaux, des structures et des infrastructures. Néanmoins, dans certains de tes scénarios, il peut y avoir des éléments extrêmes, avec des conséquences extrêmement difficiles pour le citoyen, pour l'individu, pour les familles. Qu'est-ce que tu conseilles Tout d'abord, je vais dire que ce livre, il faut vraiment le lire pour comprendre où on va. C'est en tout cas des scénarios qui sont très pertinents. Et si on ne comprend pas où on va, on peut pas se préparer aux éventualités et au scénario en tant que nous-mêmes. Mais qu'est-ce que toi tu conseillerais aux individus comme type de préparation et comme prise de conscience et autant psychologique que physique? Alors, on va commencer par le psychologique. Ce que je conseillerais, c'est d'essayer de comprendre et d'essayer de prendre du recul, d'oublier ses propres a priori idéologiques qui ne servent à rien, d'essayer de regarder les choses aussi objectivement que possible, d'essayer de réfléchir en se mettant dans les chaussures des autres, des différents acteurs. Pourquoi ? D'abord parce que dans une certaine mesure, ça permet d'anticiper parfois sur des événements, quoique c'est très difficile en ce moment, mais surtout parce que ça délivre du sentiment d'absurdité. Et c'est souvent quelque chose d'important pour être bien dans sa tête, bien psychologiquement. Ok, je vis dans un monde qui est largement imprévisible, qui est donc assez terrifiant, un monde de disruption potentielle permanente, mais je comprends, non pas tout ce qui se passe, mais les grandes lignes, les grandes tendances. Je suis capable de m'informer, je suis pas paumé, et déjà, ça donne une assise, ok, ça va mieux, on respire. Et donc déjà, on est moins paniqué, déjà on est plus en posture pour se mettre en mouvement vers quelque chose. Ensuite, quoi que ce soit, mais on n'est pas dans le syndrome du lapin pris dans les phares de la voiture, quoi. Donc c'est ce premier conseil que je ferai, c'est ça. Et puis le deuxième conseil, alors sur le plan physique, matériel, je crois que vraiment on est dans une situation totalement imprévisible. Et que quand on est dans une situation imprévisible, en fait, il n'y a pas de plan idéal. Par contre, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs plans. Donc ce que je conseillerais, c'est d'avoir des plans B. Et même si possible, des plans B, C et D, quoi. Par exemple, les gens qui ont un boulot, qui font ce boulot-là depuis des années, il faut qu'ils aient un plan B pour le cas où ils perdent leur boulot. Les gens qui habitent en région parisienne, ça c'est un problème que vous n'avez pas, vous, en Suisse, mais pour nous, quand on habite en région parisienne, je pense que c'est vraiment important d'avoir un point de chute cool à la campagne, ou en tout cas relativement loin de ce machin de 12 millions de personnes. En cas de crise majeure, les mégapoles, ça risque d'être assez spécial, quoi. Les gens qui aujourd'hui n'ont pas de compétences particulières doivent essayer d'en développer une, et de préférence, ce qui est bien, c'est d'avoir une compétence qui sert toujours. Je veux dire, le gars qui, par exemple, je sais pas moi, qui a une compétence d'électricien ou de plombier, aujourd'hui on a tendance à se foutre de sa gueule, parce que ce qui est à la mode, c'est les traders et les avocats d'affaires. Mais n'empêche que on aura toujours besoin d'électriciens et de plombiers, alors que de traders et d'avocats d'affaires, je suis pas sûr, quoi. Voilà, donc je pense qu'il faut pas paniquer, il faut continuer à vivre sa vie. Moi, je suis pas dans un trip survivaliste comme toi, parce que déjà pour un Français, ça n'a pas beaucoup de sens, si tu veux. C'est-à-dire que
En Suisse, vous pouvez penser à vous préparer à des événements graves, à des scénarios extrêmes. Parce que il y a une résilience du pays, vous êtes là relativement organisé pour, et donc ça reste, il y a des trucs à faire. En France, en cas de dislocation totale de tout le système, si tu veux, bah, ça sera advienne que pourra, quoi. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Regarde la situation du pays, tu sais, je dis, advienne que pourra. Bon. Donc, moi, je suis pas dans un trip comme ça, survivaliste hard. Je continue à vivre ma vie. Simplement, effectivement, je pense que sans remettre en cause nos vies, sans nous déstabiliser, il faut s'organiser pour avoir un plan B, un plan C, être résilient. Et voilà, ne pas partir du principe que parce que pendant longtemps il s'est rien passé, demain il se passera rien. En fait, c'est le contraire. Plus pendant longtemps il s'est rien passé, plus il devient probable qu'il va finir par se passer quelque chose. Dans un monde beaucoup, beaucoup plus complexe que ce qu'il n'a jamais été. Tout est intégré à l'échelle globale, donc c'est beaucoup plus complexe. Ouais. Michel Gracq, je te remercie. C'est un livre qu'il faut lire. Je pense que comme tous ceux qui nous suivent doivent lire, acheter, partager ces livres, les précédents également. Vous le trouvez aux éditeurs, l'excellent éditeur Le Retour aux Sources, 17 €. Donc voilà. En tout cas, pour comprendre où on va, c'est un livre que je conseille. Michel, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Et passe un bon dimanche. Toi aussi.